passons maintenant au Togo. Les évêques appellent à des réformes avant les législatives. Les évêques donc ont lancé des appels à des réformes constitutionnelles et institutionnelles avant les élections législatives prévues le 20 décembre, en accord avec la feuille de route de la CEDEAO. Il est évident que la tenue des élections, ce sont les évêques qui écrivent, sans les réformes qui s'imposent ne résoudra pas le problème togolais. Elle ne fera qu'exacerber les tensions et les violences. Selon les évêques, le Togo a besoin d'un changement profond dans la manière de gouverner et de faire la politique, car quel que soit celui qui sera à la tête de notre nation, écrivent-ils, si le système ne change pas, les problèmes à coup sûr ne connaîtront pas de répit. Sylvestre, on dirait que les évêques disent ce que tout le monde dit depuis un moment. Oui, justement. Moi, je crois qu'ils étaient même dans une logique, parce que si vous voyez, si vous prenez la première sortie des évêques, c'était pratiquement la même chose. Ils appellent donc à des réformes, ils demandent donc un changement profond donc à la tête donc du pays. Je crois que c'est de bonne guerre. Ça, c'est une pique non voilée au pouvoir. Hein. Non, il ne s'agit même pas de l'analyser sous l'angle de pique, parce que le problème est réel, tout le monde le voit. Tout le monde sait que la manière dont le processus aujourd'hui est enclenché avec... et au niveau donc au niveau donc des deux bords, ce radicalisme là qui s'installe, si nous ne trouvons pas quand même une solution pour apaiser tout cela, nous risquons encore de connaître des lendemains pour ce pays. Et puis en tant que religieux, il faudrait le dire, ils sont donc d'une autorité morale, il faudrait quand même qu'ils puissent rappeler la classe politique donc à l'ordre. Et puis il a dit, lorsque vous voyez du moins le message, vous verrez que ils n'ont pas pris fait cause. Oui, chacun a eu pour son compte. Chacun en a eu pour son compte. C'est pourquoi je dis, lorsque vous voyez, vous revisitez même leur première sortie, vous voyez que chacun a eu pour son compte. Maintenant, il faudrait maintenant la classe politique d'intégrer cela et qu'on n'en arrive pas là. Même si vous prenez la sortie donc du président de la CVJR, Monseigneur Bariga, il avait dit ça beaucoup plus tôt, je crois que ça doit être en 2015, qu'au Togo, il suffit seulement d'une étincelle pour abraser le pays. Oui, c'est une interview qu'il a accordée au journal La Croix à l'époque. Donc, vous verrez qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce schéma-là. Donc, il faudrait que pour une fois, la classe politique du moins, la classe politique en général, puisse s'accorder. Maintenant, le problème qui se pose, c'est encore le problème des réformes. Et je crois que ça, tout le monde était d'accord avec la feuille de route de la CEDEAO, qu'il faudrait quand même qu'on fasse les réformes avant les élections. Et je crois que il faudrait quand même qu'on le fasse. Maintenant, comment le faire? Et le problème qui se pose actuellement, c'est que nous allons encore vers un statu quo, parce que il y a le gouvernement qui a quand même fait un projet de loi en 2017. Voilà, donc c'est tout concours aujourd'hui que nous soyons encore dans une crise, dans une autre crise qui ne dit pas son nom. Dominique, quand les évêques appellent à des réformes avant les législatives, est-ce qu'il faut comprendre cela sur le plan? Il faut tout mettre à plat, faire les réformes et fixer une date pour les législatives, ou bien faire les réformes avant les législatives du 20 décembre? Ouais, mais moi, quand tu dis il faut mettre tout à plat, mettre quoi à plat? Ou bien on bloque le pays ne fonctionne plus, on fait les réformes, après on commence pas à respirer. Non. Je crois que d'abord, l'appel est sur une bonne voie, notamment actuellement. Le projet envoyé par, le rapport envoyé par l'expert, qui a atterri sur la table du gouvernement. Le gouvernement a envoyé donc un projet de loi à l'Assemblée. Je crois que la commission des lois est à pied d'œuvre incessamment. La plénière procédera donc à ces réformes-là. Donc, je crois qu'il y avait même un chronogramme bien défini à cet effet. Il y avait des dates bien précises. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, bon, je ne sais pas, si c'est dans... Par exemple, si je dois interpréter ce que tu veux dire, il fallait tout bloquer et faire des réformes. Avant de recommencer tout, je ne crois pas qu'en faisant ces réformes actuellement, par exemple, si demain ou lundi, les députés se retrouvaient en plénière et procédaient à l'adoption du texte envoyé par le gouvernement, les réformes sont faites en ce moment. Et les élections, c'est encore le 20 décembre. C'est-à-dire, il y a encore, je crois, trois semaines au moins avant les élections. Si tel est leur vœu, alors cela c'est bien. Mais seulement, ils auraient pu faire œuvre utile en invitant l'opposition à adhérer à ce processus garanti par les experts de la CEDEAO qui suivent de bout en bout le processus. Mais en refusant d'aller à ce scrutin, bon, les Togolais iront à ces élections-là. Ce qui est clair, les élections auront lieu, les Togolais iront.
Bon, donc moi je crois que s'ils doivent jouer le rôle de neutralité, qui sont vraiment neutres, ils doivent vraiment prendre à cœur certaines préoccupations majeures des Togolais et voir le fond ou le comportement des uns et des autres. Moi, je vois par exemple le chantage, par exemple, de la C14. Nous voulons le départ nous voulons une CENI paritaire. Après, nous voulons le départ de représentants de l'UFC. Après, nous voulons, et si nous voulons ça. Mais au moins, ils peuvent aussi les rappeler à l'ordre. Non, c'est comme on l'a dit. Arrêtez de faire chanter les Togolais. Quand vous lisez la lettre pastorale des évêques, au début, dès les premiers mots, ils ont distribué des cartes à tout le monde. Là, ils ont parlé de calculs politiciens de part et d'autre. Ils l'ont dit clairement. Ils n'ont pas eu de langue de bois. Donc aujourd'hui, au moins, ils reconnaissent quand même qu'il faut faire les réformes et aller aux élections. Donc, ce qui est clair, les réformes seront faites bientôt, dans quelques jours seulement, et tous les acteurs sont à l'Assemblée. Ils vont débattre de ce projet de loi, et puis on aura les réformes. Par rapport à... Mais malheureusement, ça, bien sûr, là, c'est 14. Oui, justement, c'est ça là l'objet de ma question. On a déjà une vue, du moins des législatives, puisque le dépôt de candidature est déjà bloqué. Normalement, plus personne ne peut plus concourir à ces élections s'il n'a pas déposé de dossier, alors qu'on est dans une dynamique de réforme qui doit conduire à des élections. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les deux? Qu'est-ce que les saints pères, enfin, les saints évêques ont voulu nous rappeler? Évidemment, moi, vous savez... Quoi, les saints évêques? Ils sont saints? En réalité, vous savez, cette sortie pastorale, moi, je l'ai analysée sur plusieurs angles. D'abord, sur la forme... c'est vrai qu'il y a eu des redites, quelques apports, mais c'est la réactualisation en fait de tout ce que les Togolais connaissent déjà, qui a été rédigé en réalité. Puisque depuis cette crise, à part l'année dernière, où ils n'ont pas véritablement lors de leur synode ou de cette sortie-là, il n'y avait pas eu une certaine attention focalisée sur la situation togolaise. Mais cette fois-ci, je pense que tout compte fait, c'est une bonne note. Mais au-delà de tout, je me disais aujourd'hui, au vu du regard, ou du moins de l'importance que les Togolais accordent à cette proportion-là de pastorale, parce que n'oublions pas aujourd'hui, si nous prenons même la nomenclature, disons chrétienne au Togo, l'Église catholique occupe une bonne place. Et au-delà de tout également, il faut considérer aujourd'hui que après cette sortie-là, lorsqu'il y a eu un certain nombre de personnes qui pensent que aujourd'hui, ce n'était pas leur rôle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut rester aujourd'hui à l'écart de la situation ou de la politique d'un pays. Et quoi qu'on dise, parce que c'est cette politique-là qui définit en fait tout le monde. Et je pense que cette sortie-là, c'était une parenthèse et c'est une bonne sortie. Mais au-delà de tout, je pense que tel qu'on connaît ces effets-là, et beaucoup ont eu à poser des actes aussi bien reluisants que moins reluisants dans ce pays-là, je m'attendais à ce qu'on puisse quand même faire des propositions. Des propositions que de relever ces insuffisances, comme je l'ai dit tantôt, que les Togolais connaissent déjà généralement. Mais ce n'était pas le cas. Il n'y a pas eu aussi des rappels sur des situations qu'on pouvait comparer à ce qu'on puisse changer de paradigme dans l'évolution de la situation ou du cheminement que le Togo fait aujourd'hui vers les élections, que malheureusement, à la lecture de cette sortie-là, il déplorait en fait la date qui était un peu, disons, précipitée, comme le disons tous d'ailleurs même. C'est vrai qu'aujourd'hui... La date a été fixée depuis juillet. Je ne sais pas ce que les gens trouvent de précipité dans la date. Non, la date est fixée, certes, mais au-delà de tout... Mais la réalité... Au-delà de tout, on sait que le chemin tel que parcouru n'est pas véritablement le bon. Le bon chemin, c'est vrai que il fallait parce que les évêques écrivent que la préparation unilatérale des élections en violation flagrante de certaines dispositions contenues dans la feuille de route des médiateurs de la CEDEAO risque de conduire de nouveau le pays vers le chaos. Tout à fait. C'est à cela, moi, je dis aujourd'hui qu'ils ne sont pas, du moins aujourd'hui, d'accord sur le fait que, à part la date qui est fixée pour les élections, avec tout ce que cela comporte, parce que le cheminement n'a pas été clair. Et au jour d'aujourd'hui, il y a eu toujours des contestations, non seulement au niveau de la date, mais aussi du cheminement. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition, comme le disait tantôt, vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant que
voilà, la date de dépôt de candidature est déjà le close. plus 19, Mais au-delà de tout, nous sommes dans une crise et que tout est possible. Ne pensons pas que voilà, cette date-là est close et qu'il ne peut pas avoir d'autres situations. Je voulais vous dire par rapport à un moment. Oui. Vous savez, moi, dire qu'on organise les élections de manière unilatérale, ça fait preuve de mauvaise foi. Parce que déjà... Vous parlez des évêques ah oui, parce que depuis décembre, je crois, le 17 octobre, on a invité ces partis à envoyer leurs représentants à la CENI parce que on était arrivé, les députés étaient en fin de mandat. Forcément, il faut organiser les élections. On peut pas, le pays n'est pas en guerre. Le pays n'a pas une situation, il n'y a pas eu tremblement de terre pour dire qu'on va rester là sans aller aux urnes, sans aller devant le peuple togolais. C'est l'opposition qui a décliné l'offre. Lorsque la CENI, lorsque la CEDEAO a sorti la feuille de route, la CEDEAO n'a pas dit il faut dissoudre l'ancienne CENI, recommencer tout. Non, la CENI a suspendu. Et quand la feuille de route est sortie, cette CENI a repris son travail. Et là, il était question, le gouvernement a pris langue avec eux, avec l'opposition. Envoyez vos membres. Ils disent, mais pourquoi? Quand ils veulent 8-8, ils veulent une parité. Et pourtant, ils sont minoritaires à l'Assemblée. Il faut voir tous ces paramètres, tous ces éléments où ailleurs, ce n'est même pas possible. Mais malgré ça, le gouvernement a fait ces concessions majeures en leur accordant les 8 places. Maintenant, on dit, la place de l'UFC, si on n'a pas ça, on n'ira pas. On leur concède. Et on finit, après toutes ces concessions, qu'est-ce que les Togolais découvrent? Ils disent non, ils ne vont pas. Et là, est-ce qu'on peut encore dire qu'on organisait le processus unilatéralement? Non, je crois qu'il faut rétablir quand même la vérité. Ce n'est pas le gouvernement qui a accordé cette concession. Donc il faudrait quand même que nous disons les choses par leur nom. Je crois que c'est... En fait, ce que Dominique disait, c'est que le gouvernement qui a la paille du lion à l'Assemblée pouvait dire... Non, il faut oublier cette question de part de lion. Nous sommes dans une crise... Il faut s'appuyer juste sur le code électoral. Je crois que j'ai encore la parole, n'est-ce pas? Donc nous sommes donc dans une crise, et dans une crise politique, il faut toujours une médiation. Et c'est la médiation qui est à juger bon qu'il faudrait quand même qu'il y ait une parité demandée par l'opposition, du moins la coalition de l'opposition. Et puis il y a cette parité-là. Maintenant, lorsqu'on évoque le problème de chronogramme, je crois que lorsque vous voyez la feuille de route, le chronogramme donc, du comité du suivi, vous verrez qu'on donnait jusqu'au 15 pour qu'on puisse envoyer le rapport donc, de l'expert. Maintenant, déjà au 12, le gouvernement togolais a sorti donc son projet de loi, envoyé son projet de loi donc à l'Assemblée nationale. Et maintenant... C'est le 10, je crois. Le 10, ouais. Bon, que ce soit le 10 ou le 12, donc, mais le comité de suivi disait jusqu'au 15. Maintenant, il devait quand même attendre jusqu'au 15, peut-être au lendemain du 15, c'est-à-dire le 16. S'il n'y a pas quand même une proposition donc, du comité de suivi, il peut maintenant envoyer leur projet au gouvernement. Maintenant, ce qui nous donne l'impression... et à la majeure partie du peuple togolais, que le gouvernement togolais ne veut pas qu'on sorte de cette crise, c'est que lorsque vous voyez le projet de loi, ce projet de loi envoyé au Parlement, vous verrez que ce n'est quand même que le remake du projet de loi envoyé en septembre, le 5 septembre 2017, à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'en réalité, les gens ne veulent pas évoluer. Maintenant, si nous prenons le rapport de l'expert, le rapport de l'expert est clair. C'est la CEDEAO qui a commis l'expert. L'expert, avant donc de faire son avant-projet de loi, son rapport, a concerté les deux parties, a écouté la coalition de l'opposition, a écouté la partie gouvernementale. Et il a proposé ce que tout le monde, après les avoir écoutés, il a proposé son texte. Son texte a été salué par la CEDEAO. Maintenant, dans la lettre du 8 novembre 2018 de la CEDEAO, il a dit clairement que c'est ce projet-là qui fait foi. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, lorsque la CEDEAO, qui est dans la médiation, envoie maintenant un avant-projet de loi, que le gouvernement quand même devait saisir et le faire en projet de loi envoyé au Parlement, déjà la coalition est d'accord sur ce projet de loi donc, de l'expert. Ça veut dire que après les avoir écoutés, ils sont d'accord que ce que nous avions dit est en réalité ce qui nous a été donné. Donc eux, ils sont d'accord. On a écouté également le gouvernement avant de produire le rapport. Pourquoi maintenant eux, après avoir donc donné du moins ce que vous voulez à l'expert, on produit le rapport, vous recusez encore ce rapport. Ça veut dire qu'à un moment donné, les gens ne veulent pas évoluer. C'est ce qui fait que nous sommes encore dans un statu quo dans ce pays.
vous savez, lorsqu'on veut résoudre d'une manière profonde la crise togolaise, on ne peut pas seulement se tenir compte d'un cas par cas. Parce que porter un certain jugement sur le fait qu'on ait une CENI paritaire, c'est quand même faire le cas par cas. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à croire que nous sommes dans un schéma qui laisse en fait de côté ce que nous avons connu par le passé. Or, en réalité, le Togo, sur le plan politique, n'a pas connu de grandes mutations jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et si éventuellement il advenait qu'on ait, disons, une chance de pouvoir solliciter où la CEDEAO intercède dans la crise togolaise, il faudrait quand même récupérer, faire une certaine récupération, une certaine sommation de tout ce que nous avons connu par le passé et de pouvoir résoudre le problème d'une manière profonde. Je pense que c'est ce qui est fait, ou du moins c'est ce qui se dessinait dans ce que nous avions connu malheureusement. Cela n'a pas duré profondément et que nous risquons encore de glisser dans une situation imprévisible. Mais au-delà de tout ça, est-ce que ce qu'on voudrait pour l'heure actuelle, c'est que le gouvernement dit, bon, j'attends qu'on se mette d'accord sur... Non, on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre. C'est aussi le mal de l'opposition. Mais avant donc de répondre à cette question, j'aimerais dire... avant de porter tout jugement sur la note pastorale, surtout comme le faisait tout à l'heure Dominique, je pense que lorsque vous ne lisez pas entièrement la lettre, vous risquez de prêter ces mots-là à la lettre, parce que c'est une partie, en fait, étant donné, j'estime que Dominique n'a pas entièrement lu la lettre, ce qui fait qu'il peut porter ce jugement. Parce que la même chose qu'ils ont dit, lorsque vous voyez le côté concernant l'opposition, pratiquement, vous n'allez pas porter ce jugement-là. Mais au-delà de tout, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi le côté un peu où on ne comprend pas l'opposition. En réalité, on ne peut pas, à partir du moment où nous avions tous fait confiance à la CEDEAO d'intercéder dans cette crise-là, et que cette CEDEAO-là donc a déroulé une feuille de route, dire qu'on attend, c'est pas possible. Je pense que voilà pourquoi je reviens en fait à ce qu'on a dit tout à l'heure, en disant nous devions normalement copier de bonnes choses, notamment le cas de la RDC, qui du moins c'est l'opposition, relevant un certain nombre d'insuffisances, continue le chemin, faire le chemin. C'est pas la même chose. Non, si vous permettez. Non, si c'est la parole. Tu as fini de parler. Non, si vous permettez. Non, moi je demande la parole juste de... Tout à l'heure, il a pris de... Bon, voilà. Vous savez, moi quand j'ai écouté mon confrère Béni tantôt, il appuyait les réformes, l'espère fait, ça devait passer comme il l'était à la poste. Je suis dit parce que prenez la feuille de route. Quand vous prenez la feuille de route, il y a 3 axes majeurs. D'abord, les mesures d'apaisement, les réformes et les élections le 20 décembre. L'opposition recuse les élections du 20 décembre, on met ça dans la poubelle. Et ils font tout pour que ça ne tienne pas. Vous dites, pourquoi le 20 décembre? Maintenant, on arrive au niveau des mesures, des réformes, d'abord des réformes. Et l'espère, comme il a pris en compte beaucoup plus leur procureur, dit ouais, voilà, ça c'est le meilleur test, ça doit passer comme il l'était à la poste. J'ai dit non. Je crois que lorsque nous prenons la feuille de route, la CEDEAO n'a pas donné injonction à ce que le rapport qui sortira de l'expert en droit constitutionnel, que ce rapport devait s'imposer à la République togolaise. Nulle part. C'est pas imposable. Ce n'est pas imposable. C'est d'ailleurs pourquoi c'est un rapport. Mais le rapport doit tenir compte des 3 axes énumérés par la CEDEAO dans les réformes, notamment la limitation de mandat à 2, le mode de scrutin à 2 et les réformes, la recomposition de la Cour constitutionnelle. Alors, est-ce que ça veut dire, parce que Sylvestre a évoqué que l'espère a pris langue avec les 2 parties, est-ce que ça veut dire que le gouvernement, qui est aussi partie prenante, prend, lui, ce rapport et en fait le projet qui lui semble bon, c'est ça? Non, le gouvernement a juste amendé son rapport. De son seul côté, c'est ça? Attends, puisque c'est le gouvernement qui envoie un projet de loi, ce rapport à l'Assemblée. On s'imagine que normalement, le gouvernement envoie ce rapport en projet de loi à l'Assemblée. Maintenant, le gouvernement a le plein pouvoir de regarder, de faire des amendements et de l'envoyer à l'Assemblée. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Lorsque vous prenez l'article 100, l'expert dit 7 membres de la Cour constitutionnelle. Et dans les répartitions, il n'a pas tenu compte du Sénat. Alors que le Sénat est dans notre Constitution.
Donc, voilà un élément qui a un manquement, qui quand même porte en torse à notre thèse fondamentale, notamment la Constitution. Et là, le gouvernement a fait quoi? Le gouvernement propose 3, et dans la répartition, dans la clé de répartition, le Sénat également propose 2 ou élise 2 personnes. Voilà comment quelques petites erreurs. Maintenant, vous prenez par exemple l'article qui fait polémique. Il dit nul ne peut faire plus de 2 mandats. Maintenant, il vient et dit nul ne peut proroger son mandat pour quelque motif que ce soit. Mais c'est grave. Parce que vous savez, par exemple, un président de la République, à 2 ou 3 mois de la fin de son mandat, Ebola attaque le pays, comme ce qu'on a vu à Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Que vous évoquez laisse-moi dire. Et or, tout le monde sait que face à cette pandémie, il est interdit les meetings. Il est interdit, même les églises, on leur a interdit, on a dit aux fidèles, n'allez même pas dans vos églises pour éviter des contacts, pour limiter les problèmes. Ça voudrait dire qu'au cas où un cas comme ça arrivait, les députés ne peuvent même pas se réunir pour décider de changer quoi que ce soit pour que le pays puisse avoir. Or, il faut un maître pour prendre des décisions, pour ordonner, pour organiser, pour voir comment arriver à bout. Donc voilà un expert qui veut nous créer un problème. Il n'a pas que toutes les réalités. Mais c'est pourquoi je dis que nul ne peut, c'est grave. Mais ça n'existe pas que dans la constitution togolaise. Oui, mais vous prenez la constitution sénégalaise. Le Sénégal, il n'y a pas ça au Sénégal. C'est la constitution vous m'avez donné la parole, n'est-ce pas? Il n'y a pas cette clause-là. Non, j'ai la parole. Au Burkina, il y en a. Au Burkina, c'est la transition. En aucun cas, il ne peut faire plus de 2 mandats. Oui, mais au Burkina, en aucun cas, il ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Ce n'est pas l'autre temps. Mais lorsqu'il dit Samuel, il ne faut pas faire un débat avec Samuel. Pour quelque motif que ce soit. C'est-à-dire que si le Togo est en situation compliquée, en fin de mandat du président, donc le pays sera sans président. Non, je crois que j'ai... Mais je ne sais pas pourquoi il est agité. Non, il m'a donné la parole. Je l'avais laissé parler. Il m'a donné la parole maintenant. D'accord. Vous savez, tout à l'heure, Dominique évoquait donc le cas du Sénat. Pourquoi vous voulez qu'on tienne compte de ce qui n'existe pas? Non, c'est dans la Constitution. Matériellement, le Sénat, est-ce que vous connaissez les membres du Sénat? C'est dans la Constitution. Est-ce que vous connaissez, justement, c'est dans la Constitution, vous connaissez les membres du Sénat? Non, qui t'a dit que ce n'est pas fonctionnel. Non, il parle encore. Non, il faut le discipliner. Ce n'est pas fonctionnel, mais... Le truc n'est pas fonctionnel. Pourquoi vous voulez qu'on prenne encore ce qui n'existe pas pour le moment, ce qui n'est pas matériel pour le moment? Donc, on a tenu compte des réalités sociopolitiques actuelles. Non, normalement, peut-être qu'il aurait proposé... Non, je vous dis, cet expert-là a fait du bon travail reconnu par la CEDEAO. Je vous donne lecture de ce qu'a dit la CEDEAO dans la lettre dans le communiqué du 19 novembre. Oui. Le texte dit, l'expert constitutionnel a préparé un rapport et l'a soumis à la commission. Celle-ci, c'est-à-dire la commission qui est par ricochet la CEDEAO, celle-ci a trouvé le rapport en conformité. Écoutez bien, en conformité avec les décisions du sommet du 31 juillet 2018, avec la pratique en cours, écoutez bien cette partie, avec la pratique en cours dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, conformément au mandat qui lui a été donné par le sommet, son rapport fait foi. Et que le rapport qui a été transmis, je vous dis, ce rapport qui a été transmis, ce rapport seul fait foi, a été transmis par la commission aux 2 facilitateurs et aux acteurs politiques togolais. La commission réaffirme son engagement à continuer d'apporter un appui aux facilitateurs, aux acteurs togolais dans leurs efforts de solutions pacifiques et durables dans cette situation. Donc ça veut dire que ce rapport-là, la CEDEAO a déjà entériné le rapport de l'expert. On a dit ce rapport, c'est typique, c'est conforme à ce qui se fait dans tous les pays de la CEDEAO. Pourquoi vous voulez que le Togo soit le mauvais exemple toujours? Donc on nous a donné un rapport, on dit ce rapport fait foi. Je crois que je serais à la place du gouvernement togolais, je prendrais peut-être le rapport de l'expert que je vais peut-être transformer en projet de loi que je vais soumettre au Parlement et je ferai peut-être des amendements sur ce rapport-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé carrément le rapport de l'expert. Ils ont pris le rapport, le projet de loi de septembre 2015 qu'ils ont retouché par des virgules et qu'ils ont encore envoyé. Donc, j'ai la parole. Il s'est engagé de respecter, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui respecte ses engagements comme le pouvoir togolais. Donc aujourd'hui,
Il est clair pour tout le monde entier. Il faudrait qu'il est clair pour tout le monde entier que c'est le gouvernement togolais qui ne veut pas qu'on sorte de leur guerre politique. Adam, est-ce que, puisqu'on a vu ce que l'opposition parlementaire a fait la dernière fois en claquant la porte, est-ce que l'opposition n'aurait pas dû rester et, sur la base du rapport de l'expert, faire les amendements au texte du gouvernement pour le rendre conforme au rapport de l'expert? Moi, j'estime que ce serait la bonne note que tout le monde voudrait, parce que ce n'est toujours pas bon de boycotter quoi que ce soit. C'est toujours bon de pouvoir mieux s'exprimer, de proposer ce qu'on pense. Mais au-delà de tout, moi, je pense que la critique n'est pas là. Parce qu'aujourd'hui, je pense que même avant la formulation même de ce projet-là qui est soumis aujourd'hui, dont certains essaient de contester, en fait, c'était quoi? C'était donc un relevé de conclusion sur l'esprit dans lequel chacune des deux protagonistes voudrait en fait que cette formulation-là se tienne. C'est en fonction de cela que l'expert est parti pour créer aujourd'hui cette formulation qui, du moins, normalement respectait ou du moins essayait un peu de rapprocher un peu les positions et qu'en temps normal, on ne devait plus arriver à quoi que ce soit. Mais ce qu'il faut relever, c'est que le gouvernement, lui, a profité d'un fait. Un fait où les gens étaient dans une position de contestation. Donc, c'est tout à fait normal de formuler. Donc, ils étaient c'est la parole. Je crois qu'il faut faire vraiment très attention. Parce que vous savez, il disait tantôt que la pratique de la sous-région. Qu'est-ce que la CEDEAO voudrait qu'on voit dans la constitution togolaise? La limitation de mandat à 2, le mode de scrutin. Voilà ce que la CEDEAO veut. Et dans la constitution sénégalaise, il laisse encore cette phrase qui dit le président reste en fonction jusqu'à la passation avec le... Et c'est cette pratique qui se fait partout. C'est ça qui est dans la constitution sénégalaise. Et c'est ce que le gouvernement a proposé. Cette pratique se fait partout. Donc le gouvernement est dans le standard de la CEDEAO. Non, mais c'est toi qui ne... je dis... Parce qu'il n'y a pas en aucun cas. Non, comment en aucun cas? Il n'y a pas en aucun cas. Il y a quand même l'une ne peut exercer plus de demain. L'une ne peut exercer plus de deux mandats. Non, Dominique, il faut être honnête. Dominique, il faut être honnête avec toi. Il faut être honnête. Je crois que nous sommes en face des Togolais. Je crois que nous sommes en face des Togolais. À moins que tu ne sois pas Togolais. Mais non, nous sommes en face des Togolais. Il y a la limitation à 2. Je vous dis, c'est le régime togolais qui ne veut pas faire ça. Donc il faudrait à un moment qu'on arrête.